Bonjour les gens. Aujourd'hui, on va parler des 4 chaudrons taoïstes et qui dans le yoga Sara s'appelle la Kundalini. Alors, Jean-Paul va nous parler de ces techniques et le rapport qu'elles ont avec la supraconscience et surtout essayer un peu de vulgariser déjà en nous disant pourquoi on appelle ça les chaudrons, parce que ce terme pour moi s'associe plus à Astérix le chaudron magique qu'à des techniques élaborées, prouvées plutôt scientifiques en fait. Alors vas-y, expliquez-nous un peu. Alors d'abord, on va faire une petite parenthèse sur la Kundalini. La Kundalini, c'est le terme donc Yogacara qui est utilisé depuis à peu près 5000 ans par les adeptes de yoga qui sont issus un peu de la philosophie hindouiste. C'est un petit peu parallèle, c'est pas tout à fait de l'hindouisme, c'est en parallèle. C'est plus issu des Védas, c'est issu de la civilisation des védistes. Bon, alors, on parle d'une énergie qui est située le long du canal médulaire, donc la moelle épinière, donc qui va partir du bassin, qui va traverser jusqu'à la cage thoracique, qui va monter jusqu'au crâne et qui va se prolonger dans le canal pranique. Alors, chez les taoïstes, cette technique, au lieu de parler d'un serpent de feu le long du canal médulaire qu'ils appellent Kundalini, eux ils parlent de chaudron. Donc en donnant les techniques pour faire cette montée d'énergie. Alors dans la précédente vidéo, on expliquait les techniques psychophysiologiques de mise en condition, c'est-à-dire la décontraction musculaire, le contrôle respiratoire et la vacuité cérébrale. Donc, tout ça, quand tu sais bien le travailler, ça t'induit ça, c'est-à-dire faire monter ton énergie justement pour faire des décorporations. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, le système cérébrospinal, donc, qui prend en compte notre cerveau et la colonne vertébrale avec toutes les terminaisons nerveuses, fonctionne comme une petite batterie électrique, c'est-à-dire il y a de l'électricité qui circule. Alors, quand tu veux initier une séquence supraconsciente, les premières étapes, on les a évoquées la dernière fois, c'est la mise en condition. Et il faut... Alors ça se fait quand même semi-automatiquement, je vais te dire. Si tu fais rien pour faire monter ton énergie, que tu fais juste de la décontraction, du contrôle respiratoire et de la vacuité cérébrale, ça marchera bien aussi. C'est-à-dire c'est le corps qui va le faire automatiquement, la montée d'énergie. Mais si tu en prends conscience et que tu regardes le cheminement, parce que tu le sens comme des fourmis quand ça monte, c'est un fourmillement électrique à basse intensité. Quand tu sais analyser le phénomène, bizarrement, ça l'amplifie. C'est-à-dire, dès que tu commences à comprendre comment l'énergie remonte du bas vers le haut, ça fait des résultats qui sont quand même... c'est pas négligeable. C'est-à-dire, ça va augmenter le temps passé en décorporation et ça va rendre les visualisations beaucoup plus nettes. C'est comme ça. Alors je sais pas si tu le vois, je le mets face à la caméra. Attends, je vais bouger la caméra. Voilà, c'était pas nécessaire. Alors là j'ai fait j'ai schématisé, j'ai fait le dessin d'un petit bonhomme. Là on voit le bassin, là on voit la cage thoracique, là on voit le crâne, et là on voit ce que les taoïstes appellent le 4e creuset, il est éthérique. C'est-à-dire il y a 3 creusets organiques, c'est le bassin, la cage thoracique et le crâne. Alors le but de la manœuvre, c'est d'abord de concentrer le plus possible ton hak, donc le ki taoïste ou le prana des hindouistes. Tu concentres le plus possible ta force conscience dans le bassin. Ça se fait automatiquement, hein, mais si tu en prends connaissance, comme je t'ai expliqué, c'est encore mieux. Donc ça va se stocker dans le bassin. Quand ça va atteindre ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire quand le réservoir sera complètement rempli de cette énergie conscience, ça va remonter jusqu'à la cage thoracique. Il va falloir remplir encore cette sphère de hak jusqu'à la masse critique, et etc., etc. Ça va monter jusqu'au crâne. Quand ça va arriver jusqu'au crâne, là déjà, ça veut dire que tu seras en hypnagogie, ce
qu'on appelle l'hypnagogie. Là, tu vas commencer à avoir des visualisations, des réminiscences, c'est-à-dire ton véhicule céleste va se mettre en contact avec tous les autres véhicules célestes de l'univers. Et une fois que la masse critique est atteinte dans le crâne, c'est là qu'elle va être expulsée dans le canal pranique qui traverse le corps. Ça va être expulsé avec ta psyché, donc avec ta conscience. Tu vas être conscient de A à Z. Non seulement tu vas être conscient, mais en plus tu vas vivre une expansion de conscience. Tu vas être encore plus affûté que là, comme on est en train de parler. C'est très bizarre, c'est comme ça. Une fois que cette sphère, la quatrième sphère éthérique, elle sera remplie au-dessus de ta tête, c'est elle qui va être propulsée dans le canal pranique avec ta psyché. Alors voilà ce que les taoïstes appellent les 3 chaudrons organiques et le 4e chaudron éthérique. Dans le Yogacara, chez les hindouistes, on parle de Kundalini, c'est-à-dire, il ne parle pas des 3 creusets, lui il parle simplement qu'il y a un serpent d'énergie qu'il faut savoir dérouler, parce que Kundal ça veut dire enrouler, qu'il faut savoir dérouler pour monter, pour être expulsé au-dessus du crâne. C'est juste une autre terminologie, mais c'est la même chose quelque part. Ouais, le canal pranique, je ne te l'ai pas symbolisé, je vais te le montrer. Et alors, j'ai une question là. Certains me disent qu'ils n'arrivent pas à aller plus haut parce que toi, tu nous as dit que quand on tremble trop pendant l'expérience, on s'arrête là, quoi, au creuset. Non, tu peux aussi t'arrêter au niveau instinctif. C'est-à-dire, pourquoi ça s'appelle ici le chaudron instinctif, le chaudron émotionnel, le chaudron analytique et le chaudron spirituel. C'est-à-dire, ça c'est des curseurs pour t'expliquer comment il faut procéder pour te mettre en prédisposition supraconsciente. Alors là, quand ton énergie va commencer à s'emmagasiner dans le bassin, les Asiatiques disent le Diantan, quand ça va commencer à s'emmagasiner, tout ça, ça gère l'instinctif. Donc tu vas te débarrasser de toutes les pensées instinctives, c'est-à-dire la faim, l'agressivité, la soif. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées par l'instinct, tu ne vas plus y penser. Tu ne vas pas penser que tu as faim en méditation, ni que tu as soif, ni l'agressivité que tu as envers ton voisin pour des places de parking. Soit tu vas évacuer tout ça. Ton énergie va commencer, quand tu auras évacué l'instinctif, elle va commencer à monter dans le chaudron émotionnel, dans la cage thoracique. Là, il va falloir que tu apprennes à te débarrasser de tout ce qui te lie à l'émotionnel, c'est-à-dire les pensées positives que tu as sur ta femme, sur tes enfants, tout ce qui est lié à l'amour, à la tendresse. Tu vas l'évacuer, il faut trancher. Quand ça va atteindre la masse critique, ça va monter dans la boîte crânienne, tu vas faire le plein de hak, de ki, de cette énergie conscience. Et là, il va falloir que tu te débarrasses de l'analytique. L'analytique, c'est la petite voix du moi conscient. L'analytique, c'est la petite voix, le monologue perpétuel intérieur qu'on a dans le cerveau qui se pose des questions sur l'avenir et sur le passé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire demain. Alors, c'est le plus dur. C'est-à-dire, quand la force conscience, quand le hak commence à s'accumuler dans la boîte crânienne, avant d'atteindre la masse critique et d'être expulsé, on va dire que c'est là qu'il y a toutes les pensées parasites qui viennent t'embêter, parce qu'il se passe plein de choses au niveau psychophysiologique, et que tu vas être tenté d'analyser ce qui se passe. Donc ça va te faire, dans un cas sur deux, ça va te faire foirer ton exercice de vacuité cérébrale. On a vu ça dans les commentaires où certains disaient qu'ils n'arrivaient pas à aller plus haut parce que, d'ailleurs j'ai répondu à un, je crois, où j'ai dit si tu commences à couper les cheveux en 4 pour analyser tout ce qui se passe, c'est sûr. Il faut être comme un miroir, il ne faut pas s'attacher au phénomène. C'est-à-dire, beaucoup, dans les commentaires, je ne vais pas tous les citer parce que ça revient assez fréquemment, beaucoup, dès que ça arrive, que l'énergie arrive dans la boîte, dans la cage thoracique, ont le cœur qui accélère, c'est normal, parce que ça te génère une tachycardie. Ils ne savent plus à ce niveau-là comment faire remonter l'énergie plus haut dans la boîte crânienne. Alors tout simplement, quand ça stagne à ce niveau-là, c'est que tu as des liens émotionnels. C'est-à-dire que ces méditants, ils pensent à leur fiancé, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à... C'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. Alors, je sais que c'est difficile. On appelle ça trancher les liens. Quand tu es en état de méditation, tu vas trancher les liens en partant vers le bas. Tu vas te débarrasser de tout ce qui est lié à l'instinctif. Donc la faim, la soif, tous ces petits trucs qui t'enquiquinent un peu.
Là, tu vas te débarrasser de l'émotionnel. C'est bizarre, mais en méditation, on dit t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, tu es seul avec le bon Dieu. Il faut vraiment, c'est un repli en soi, une méditation. Ben, quand tu pars dans ta séquence supraconsciente, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de femmes, t'as plus de, voilà, tu tranches tous les liens émotionnels qui te relient à tes proches. Tu fais vraiment le vide, c'est ça la vacuité cérébrale. La vacuité cérébrale, si tu gardes des parcelles de pensée ou d'émotions dans ton corps, ça va t'empêcher d'atteindre la supraconscience. Donc on va dire que le plus facile à se débarrasser, c'est le premier creuset. Donc le premier creuset, tout ce qui est lié à l'instinctif, là c'est très facile de s'en débarrasser, la faim, la soif, on peut l'évacuer assez facilement. L'émotionnel, c'est déjà un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile de se débarrasser d'une pensée obsédante quand tu viens de rencontrer une femme, que tu es tombé amoureux, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Si tu fais vraiment ta vacuité cérébrale, tu arriveras. L'analytique, c'est le plus compliqué parce que le monologue intérieur analytique, ta petite voix intérieure qui se questionne toujours sur ce qu'elle va faire et sur ce qu'elle a fait, ben, c'est elle qui est dure à faire taire. Donc il y a des techniques, je te l'ai expliqué récemment, c'est faire des pensées transcendantales sur le temps, sur Dieu, sur l'infini. Ça aide, ça peut t'aider à chasser cette petite voix analytique là, qui va un peu encombrer ta séance supraconsciente. Une fois que, si tu as réussi à te débarrasser de tout ça, alors les taoïstes disent mettre le feu au chaudron. Une fois que tu as enflammé le premier chaudron, deuxième chaudron, troisième chaudron, tu vas sentir qu'il se passe des choses déjà dans ta psyché, c'est-à-dire que la phase hypnagogique aura déjà démarré dès que l'énergie sera dans le crâne. Tu vas avoir des visualisations, des chimères. Là aussi, il ne faut pas s'y attacher parce que ça peut empêcher le quatrième creuset, là où le hack atteint sa masse critique, c'est-à-dire attend d'avoir la quantité nécessaire pour être expulsé dans le canal pranique. C'est là qu'il ne faut pas se laisser embarquer par les chimères hypnagogiques, c'est-à-dire tout ce que tu vas voir commencer les visualisations, tu n'y prêtes pas attention, tu te comportes comme un miroir, tu vois tout mais tu n'imprimes rien, tu laisses faire le phénomène, tu le laisses dérouler. Si tu suis bien toutes ces étapes, ta psyché, avec ce réservoir de hack qui a la taille d'un pamplemousse, que tu peux visualiser parce qu'il se laisse voir en état de supraconscience, ta glande pinéale le visualise, ton réservoir de hack éthérique. Tu le verras, c'est une sphère de la taille d'un pamplemousse à peu près. Si tu fais correctement tes exercices de vacuité cérébrale, il va être expulsé vers le canal pranique, donc qui traverse ton corps par la moelle épinière, qui est relié au centre de la Terre en masse négative et qui est relié dans l'éther, donc dans l'espace, en masse positive. Donc ça c'est cool, c'est une induction, on appelle ça, c'est une induction, c'est comme l'électricité, on appelle ça une induction, c'est un phénomène, c'est une induction. Donc ta psyché va être expulsée vers le haut, donc tu prends le chemin d'un voyage astral, c'est-à-dire, moi j'appelle ça la phase d'accélération luminique, parce que ce canal pranique, il a une fonction, c'est de faire accélérer ta psyché jusqu'à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, et au-delà. Il va falloir traverser le mur de la lumière pour arriver en tachyonique, parce que là où tu te rends, dans l'antéversus, le hack est tachyonique. Donc si tu ne te donnes pas les moyens de devenir tachyonique, c'est-à-dire tu n'y arriveras à rien. Non, tu ne rentreras jamais dans le Brahman si tu n'arrives pas à faire cet exercice, cette gymnastique mentale. Alors voilà, la Kundalini c'est ça. La Kundalini, ça a pris des connotations péjoratives depuis les années 70, depuis un certain monsieur Samuel Aron Weor, qui était considéré comme un sorcier. C'était un mec d'Amérique du Sud qui avait conquis le marché américain avec des livres, et le petit livre jaune, etc. Donc il a un peu diabolisé la Kundalini. La Kundalini, Kundal, ça vient du sanskrit Kundal qui veut dire enroulé, levé. C'est une technique qui est utilisée par les yogis. Donc ça sort du yoga védiste qui a à peu près 5000 ans. Ça a été repris par les occultistes au 19e siècle et ça a été repris par le New Age à la fin des années 70 ou début des années 80 qui ont galvaudé le mot. Mais Kundalini, bon maintenant moi je l'emploie pratiquement plus à cause de ça. Parce que ça a pris une connotation un peu de sorcellerie. Donc moi je préfère utiliser le terme des chaudrons taoïstes. C'est plus sain quand tu évoques les chaudrons taoïstes.
Parce que dès que tu dis Kundalini, c'est mal vu maintenant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Voilà, alors, si tu comprends comment ça fonctionne, cette montée d'énergie, si tu arrives à la comprendre, alors tu la ressens parce qu'elle a l'intensité d'un courant en basse fréquence. Si tu as déjà utilisé des patchs de musculation, quand tu le règles au curseur le plus bas, voilà, c'est ça. Tu ressens l'intensité, tu ressens la basse intensité du hack. C'est-à-dire, ça va te faire des frissons, ça va te faire comme si un petit courant électrique parcourt ton corps, mais pas désagréable. Ça fait pas mal du tout. Donc tu vas le sentir s'accumuler dans ton bassin quand tu fais bien tes exercices de décontraction musculaire, de contrôle respiratoire et de vacuité cérébrale. Tu vas le sentir s'accumuler dans ton bassin, tu vas le sentir atteindre la masse critique, donc monter, il va être expulsé vers le deuxième creuset. Là, tu vas le sentir faire son travail, atteindre la masse critique aussi, c'est-à-dire se remplir. Ça a la taille d'un pamplemousse à chaque fois. C'est-à-dire, si on devait résumer un corps humain à ce qu'il est au niveau énergétique, on trace le canal pranique, et bien, tout simplement, c'est une sphère d'énergie dans le bassin, une autre dans la cage thoracique, une autre dans le crâne, et la quatrième au-dessus de la tête. La quatrième est éthérique, les trois premières sont organiques. Voilà au niveau énergétique à quoi on se résume, les humains, un canal pranique et des réservoirs d'énergie. Voilà, si tu veux simplifier, qu'est-ce que c'est un homme? Alors tout bêtement, le système cérébro-spinal, il se greffe sur les creusets. On a été construit par rapport à ça. C'est-à-dire les êtres sont construits par rapport au canal pranique et au réservoir d'énergie. Le bassin a été construit autour du premier creuset. La cage thoracique a été conçue autour du deuxième creuset. Et le troisième creuset, c'est le crâne. C'est-à-dire le crâne, c'est pratiquement, il reprend la forme du réservoir de Hack. Et si tu regardes la cage thoracique, elle est ajourée, il y a des côtes, mais c'est sphérique aussi, ça reprend. Le bassin, c'est une demi-sphère. Le bassin, c'est osseux. C'est là où c'est le plus ajouré. Donc, c'est des os qui reprennent à peu près une forme organique. Les creusets, c'est-à-dire là, je suis en train de te parler, mais mes réservoirs d'énergie sont latents, c'est-à-dire ils ne sont pas remplis d'énergie, il y a une énergie diffuse dedans. Parce que tout est mobilisé par mon système cérébrospinal. Mon activité neuroélectrique, en fait, elle est diluée avec mon hack dans tout mon corps pour faire bouger mes doigts, pour faire fonctionner mes muscles, etc. etc. Quand tu es en Padmasana, quand tu es en position du lotus, que tu descends tes besoins vitaux, que tu descends ton rythme cardiaque, ton rythme respiratoire et ton activité neuroélectrique, tu reconcentres tout dans tes creusets d'énergie, parce que tu peux l'appeler chaudron ou creuset, c'est pareil. Tu reconcentres tout dans tes creusets d'énergie. Ensuite, il faut le faire monter le long de ton canal pranique pour pouvoir l'expulser. Alors, tu l'expulses pas totalement, tu l'expulses, on va dire, à 80%. Tu vas garder 20% de hack dans ton corps, mais là, tu vas être ce qu'on appelle en état cataleptique. C'est-à-dire que pour fonctionner avec si peu d'énergie vitale, ton corps il va être obligé de se mettre au minimum. Il va te donner 40 pulsations minute, il va te donner une respiration par minute, et il va tourner à peu près entre 3 et 10 Hz. C'est-à-dire que tu es comme si tu étais en hypothermie. Tu as un fonctionnement minimal. Ça permet aux 80% d'énergie vitale que tu as concentrée de partir en décorporation. C'est comme ça que ça fonctionne, une décorporation. Et ça, tu dis que c'est absolument pas dangereux, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas dangereux parce que le hack a tout prévu. Le hack, il construit des êtres, c'est pas pour les tuer. Oui, c'est sûr. Le hack, tu peux l'apparenter à la substance de Dieu. Le hack, le ki, le prana, tu l'appelles comme tu veux. Le hack, tu es son bébé, une entité biologique, c'est lui qui l'a construit. Le hack, au travers des Merkabah, des véhicules célestes, il a un bébé dedans, il en prend soin. Donc son but c'est pas de te tuer, il accepte que tu te décorpores pour venir à sa rencontre, il va te faire découvrir l'univers dans son entièreté, tu vas avoir même des flashs précognitifs, tu vas entrevoir l'avenir, tu vas savoir ce qui s'est passé un peu dans le passé pour connaître les racines du mal, si tu es embêté avec un événement, tu vas essayer de remonter à la source de ton malheur. Tu peux faire beaucoup de choses en état de supraconscience, mais pas mourir, c'est exclu. C'est-à-dire le hack, il te fera jamais mourir. Le hack, il te protège comme si tu étais son bébé.
C'est prévu. C'est-à-dire que au bout de... C'est pour ça que c'est limité. J'ai vu des expérimentateurs qui disent ouais, j'aurais voulu rester dans l'astral un petit peu plus longtemps, je n'y suis pas parvenu, je voudrais bien savoir pourquoi. C'est justement pour ne pas mourir. C'est-à-dire pour ne pas rester trop longtemps en catalepsie dans cet état-là, le hack récupère la force qu'il a expulsée de ton corps, il le récupère et il remet en route ton corps. Immédiatement, tu vas remonter à 40 Hz d'activité neuroélectrique, tu vas repartir à 80-90 battements minutes cardiaques. C'est-à-dire la machine, dès que tu atteins Keter, c'est-à-dire dès que tu atteins les portes de la Sof, du Brahman, on te permet de rester un petit morceau de ta vie, mais pas suffisamment pour mourir. C'est-à-dire quand le hack voit que ton corps commence à être en perdition, il récupère son énergie vitale. Immédiatement, ça se fait automatiquement. Le hack n'a jamais tué aucun méditant. C'est jamais arrivé. Donc ça ne t'arrivera pas. C'est vrai que ça fait peur parce que quand tu es en phase troisième chaudron, que tu commences à concentrer ton énergie vitale dans le crâne, tu sens qu'il se passe des choses. Surtout quand tu es expulsé, que ça arrive au quatrième creuset, que tu as ta phase d'accélération luminique, ça fait très peur. À ce moment-là, tu peux être même réincorporé, c'est la peur qui va te faire réincorporer de suite. Bon, après, tu n'as rien à gérer. Au bout de 8, 9, 10 minutes, le hack va revenir dans le système cérébrospinal automatiquement. Le hack est là pour te préserver, il n'est pas là pour te tuer. Moi, j'ai commencé un peu l'expérience, tout ça, j'ai eu quelques trucs, mais par contre, ça me donne mal au crâne. J'ai mal à la tête. Alors, ça, je suis obligé de m'arrêter, j'ai mal au crâne. Alors, quand ça me donne mal au crâne, c'est pas bon signe. Ça veut dire que tu foires ta concentration. La concentration, il faut être mesuré dans la concentration. C'est-à-dire, beaucoup de méditants débutants, le gros défaut, c'est de chercher la concentration forcenée. C'est-à-dire de se mettre comme ça, de crisper le visage, de forcer la concentration. La concentration ne se force pas, la concentration doit être douce. C'est-à-dire, dès l'instant où tu te crispes le visage, où tu veux absolument faire une décorporation, c'est là que tu l'auras jamais. Laisse faire un peu ton corps, sois attentif à ta respiration. Surtout, l'autre fois on en a parlé, tu m'as dit, tiens, j'ai fait 15 minutes de contrôle respiratoire, j'en ai eu marre. C'est vrai que c'est fastidieux, mais mets-toi bien dans le crâne que 40 ou 45 minutes de contrôle respiratoire sont essentielles. Tu ne peux pas partir en séquence supraconsciente avec une petite préparation de 15 minutes, c'est impossible, personne n'y arrive. Oui, d'accord, ça je n'ai pas de souci, mais c'est la manière de respirer. Est-ce qu'il faut respirer à fond comme ça Non, mais là c'est forcené. Voilà, là tu forces. Mais non. par rapport à ce que tu disais il faut expirer le plus possible à coudre. Le plus possible, mais sans forcer. Voilà. Dans le yoga, c'est ça qui me dans le yoga ou dans le problème. tai chi, non, mais il faut pas forcer. Dans le yoga et dans le tai chi, je sais pas si tu as vu, dans le tai chi, c'est des mouvements très doux, et dans le yoga aussi, c'est très doux, c'est des respirations, c'est très doux. Il ne faut pas chercher à forcer. Tu respires à ton inspiration, tu la prends abdominale, tu fais rentrer le plus possible jusqu'au claviculaire. Quand tu vas voir que les clavicules commencent à se soulever, ça veut dire que c'est rempli, mais il ne faut pas forcer. Voilà, non, mais c'est ça que j'avais mal compris. Non. Donc à ce moment-là, c'est une erreur de débutant de forcer les choses. Alors à ce moment-là, peut-être respirer pendant 45 minutes, c'est plus le même problème pour moi de cette manière. Mais le fait d'être obligé d'expulser le moindre petit dé à coudre, comme tu disais, ça me demandait de forcer, ça me plaisait pas. Ça peut se faire dans la douceur, ça. C'est-à-dire, c'est ça le contrôle respiratoire, justement. C'est une concentration sur la douceur de ta respiration. C'est-à-dire, tu peux expulser jusqu'au dernier centimètre cube d'air dans tes poumons, mais fais-le en douceur. Ne cherche pas quand tu atteins la limite, ne cherche pas à pousser plus. Non. C'est ce que je voulais savoir. Quand tu atteins toi, le bout de ton expiration, sans bloquer. Sans bloquer, ouais. Tu repars ton expiration. Mais là aussi, tu ne vas pas te faire éclater les clavicules. Au bout d'un moment, quand tu sens que tu passes en claviculaire, sans bloquer. Comme ça, il n'y a pas de souci. Il faut que tu sois doux avec ton corps. Il faut que tu sois doux avec ce que tu es en train de faire.
Donc quand tu vas faire ton contrôle respiratoire en douceur, inspirer le plus possible, expirer le plus possible. Tu peux le faire en douceur, d'expirer jusqu'au dernier dé à coudre d'air, et tu le fais en douceur. Ne force pas. D'abord, ta capacité pulmonaire, en travaillant comme ça en 1 an, à peu près entre 12 et 18 mois, elle va prendre du volume. C'est-à-dire, tu vas voir qu'il va y avoir du progrès entre ce que tu fais maintenant et ce que tu seras capable de faire dans 1 an ou 1 an et demi. La reconfiguration de ton corps avec le contrôle respiratoire ou la vacuité cérébrale, il faut laisser le temps physiologiquement que ça se mette en place dans ton corps. Tu auras des résultats d'ici 11, 12, 14, 20 mois, mais pas maintenant. Celui qui s'assoit en Padmasana, qui commence un contrôle respiratoire forcené, à se concentrer comme un malade, à respirer comme un malade, il n'arrivera à rien. Celui qui le fait en douceur, mais qui vise sur la longueur, qui vise sur 8, 9, 10, 12, 14 mois, c'est celui-là qui va faire des merveilles. C'est celui-là qui va réussir c'est cet individu qui réussira à rentrer en état de supraconscience. C'est pas celui qui s'assoit et pendant 20 minutes qui fait des respirations. Non, c'est pas comme ça. Il faut le prendre en douceur pour laisser le phénomène s'installer progressivement. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé pour moi. Moi, ce phénomène supraconscient, je ne le connaissais pas. Je me suis inscrit au yoga, au tai chi, il y a une 20aine d'années, à peu près, sans savoir que ça ouvrait ces perspectives. Je faisais ça pour améliorer mes performances dans des arts martiaux, et je faisais ça aussi pour me calmer, parce qu'au quotidien, je suis quelqu'un de très, très, très nerveux, je suis impulsif, je suis emporté. Tu comprends bien que le méditant que je suis et l'homme du quotidien sont complètement différents. Sinon, je n'aurais pas eu besoin de me lancer dans une activité comme ça. Donc moi, c'est ma nervosité, c'est mes problèmes de gestion de stress, de nervosité qui m'ont fait rentrer dans le yoga et dans le tai chi. Mais bizarrement, ça ne s'est pas déclenché les premiers phénomènes au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois. Ça s'est déclenché au bout de plusieurs années. Moi, j'ai commencé à avoir mes premières illuminations partielles au bout de 3 ans, 3 ans et demi de yoga, et j'ai commencé à maîtriser le phénomène au bout de 5 ans. Donc si tu t'assois et qu'en 15 minutes tu vas pouvoir déclencher de l'hypnagogie ou une phase d'accélération luminique, tu te trompes, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, moi quand je dis que ça m'est tombé dessus sans que je le veuille, on va dire que c'est vrai que c'est faux. Je ne le voulais pas, je ne savais pas où ça m'amenait, mais par contre je me suis farci 5 ans de yoga avant. Je visais pas ça, je visais pas la supraconscience, je savais pas que ça existait. Dans le yoga, une fois que j'ai eu mes premières séquences supraconscientes, quand je suis allé parler à mes profs de l'époque, ils m'ont dit tu as fait samadhi. J'avais une prof de yoga, Michel, qui était exceptionnelle, qui m'a dit je t'envie, je fais du yoga depuis 40 ans, je n'ai jamais fait samadhi, c'est-à-dire que c'est pas forcément parce que tu fais du yoga que tu vas déclencher une séquence supraconsciente. Il faut aussi avoir la mentalité adéquate. Je l'avais peut-être à mon insu. Peut-être qu'à force de lire des livres sur le taoïsme, sur la Bhagavad Gita, etc., peut-être que ça a configuré mon esprit, que ça l'a rendu fertile à ce type d'expérience. Peut-être, j'en sais rien, la recette, je ne l'ai pas. Je peux te dire comment ça s'est passé pour moi, mais je ne peux pas te dire que j'ai une recette élaborée qui marchera pour quelqu'un d'autre, parce que c'est la recette qui me concerne à moi. Mais avant d'arriver aux premières manifestations de ce phénomène, ça m'a pris 5 ans de yoga en amont. Donc je serais tenté de dire à tous ceux que ça intéresse, moi j'ai pas les capacités de donner des cours de yoga. C'est des profs qui sont diplômés, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un contrôle du diaphragme, il y a un contrôle respiratoire, il y a la respiration inversée qui est très particulière à maîtriser. Ça passe par des cours de yoga. Donc si mes vidéos peuvent aider des méditants à aller dans le bon sens, je suis là pour ça. Mais je ne suis pas là, moi, pour leur expliquer le yoga. Il vaut mieux qu'ils s'inscrivent 1 fois par semaine en parallèle avec des cours de yoga. Ils apprendront la vacuité cérébrale, ils apprendront le contrôle respiratoire et la décontraction musculaire mieux qu'avec moi. Moi, je donne des petits aperçus, mais je ne suis pas un prof de yoga. C'est-à-dire, pour arriver au niveau où j'en suis moi de supraconscience, je suis passé par le yoga. On ne peut pas s'asseoir comme ça, se mettre en Padmasana, et au bout de 20 minutes, déclencher une séquence supraconsciente. C'est un processus qui s'installe doucement dans la psyché. Il faut laisser le cerveau se reconfigurer aussi.
Il faut savoir canaliser son énergie, la sentir monter, ça se fait petit à petit. Donc j'encourage vivement tous les gens qui nous regardent actuellement, ceux qui ont vraiment envie de déclencher des séquences supraconscientes, je les encourage vivement à s'inscrire dans une salle de yoga ou de tai chi, de faire attention de choisir un bon prof, parce qu'il y a des mauvais profs aussi de yoga. En principe, de bouche à oreille, ça se sait. Quand il y a un bon prof dans une région, tout le monde est au courant. Donc de se rapprocher d'une bonne salle de yoga, avec un bon prof de yoga, de faire proprement ces exercices de décontraction musculaire, contrôle respiratoire, vacuité cérébrale, et parallèlement de s'intéresser à la discipline supraconsciente, ça fait des merveilles. C'est-à-dire, au bout de 3 ou 5 ans, tu commences à maîtriser ta discipline. Après, on va dire que chaque année, tu vas apprendre quelque chose de plus. Il y a toujours des améliorations à apporter. C'est-à-dire que moi, encore la semaine dernière, j'ai appris des petites bricoles. Il y a un mois en arrière aussi des petites bricoles. Et j'en apprendrai encore dans un mois ou un mois et demi. C'est une quête sans fin. Tu apprends toujours des petits trucs qui t'aident dans ta concentration, dans ta respiration. Donc il ne faut pas croire qu'au bout de 3 semaines, ça y est, c'est arrivé parce que tu as eu une séquence hypnagogique. C'est un travail de longue haleine. On va dire, c'est un travail, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tu as parlé des chaudrons, tout ça. Alors est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui savent manier tout ça, ce que tu viens de dire, les chaudrons est-ce qu'il y a d'autres peuples qui s'y prennent autrement, mais avec d'autres termes, mais qui arrivent à la même chose? Alors pratiquement toutes les religions, actuellement, traitent du phénomène supraconscient. Pratiquement toutes. Par contre, il y en a 3 qui ont leurs racines, on va dire, à peu près à la même époque, c'est-à-dire il y a 5500 ans, donc 3500 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les Égyptiens anciens, les taoïstes et les hindouistes. Alors c'est ces trois peuples. Donc bon, les Égyptiens anciens, malheureusement, ils sont éteints. Mais c'est ces 3 peuples qui ont les racines les plus anciennes en humanité. Ça remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ. Alors, chez les hindouistes, c'est la voie du védisme. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est dans le Yogacara avec tout ce qui est Kundalini, développement de la Kundalini, etc. Chez les Égyptiens anciens, c'était dans le culte Ra-Osiria, tout bêtement, c'est le culte d'Amon-Ra. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, là, tout à l'heure, j'ai fait un petit diagramme en expliquant les creusets, les chaudrons taoïstes. On retrouve ça en Égypte ancienne, sous la forme du jet. Je ne sais pas si on le voit. Le jet. Je me rapproche un petit peu. Voilà, c'est en fait, je ne sais pas si on le voit là aussi, le jet. Qui représente, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, ça représente. Regarde, je vais le placer comme ça. Le premier segment représente l'instinctif, le deuxième segment l'émotionnel, le troisième segment l'analytique, et le quatrième segment qui va générer la sphère d'Amon-Ra, c'est le spirituel. Donc on t'explique, par exemple, dans ce petit bijou votif de l'Égypte ancienne, je ne sais pas si tu le vois, on t'explique tout bêtement que Isis et Nephthys, donc les femmes d'Osiris, sont en train de mettre leurs ailes en résonance, et pour expliquer la mise en résonance, la synchronisation, et on te montre qu'il y a un jet, et apparaît en haut du jet la sphère d'Amon-Ra, qui est exactement pareil que chez les taoïstes, le 4e creuset éthérique. C'est-à-dire, tu peux user de 1001 façons pour décrire le phénomène supraconscient. Les civilisations qui ont eu affaire à ce phénomène ont usé de 1001 manières pour l'expliquer. Que tu te serves d'un jet égyptien ou que tu te serves des chaudrons taoïstes, c'est pareil, ça parle toujours du même phénomène. Alors c'est pareil avec la Kundalini, dans le Yogacara. Alors est-ce que, on l'avait évoqué dans la première vidéo, est-ce que les autres civilisations, est-ce que les autres peuples ont eu accès à la supraconscience? Oui, mais plus tard. C'est-à-dire, les bouddhistes, on va dire que ça fait, c'est un petit peu plus récent, c'est 2500 ans, c'est à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Donc tu vois que c'est quand même un peu plus récent. Les chrétiens, les
les musulmans. Les chrétiens, mais lesquels? Je veux dire, Les chrétiens mystiques. Ouais, les mystiques. Ouais, les mystiques chrétiens connaissent le phénomène, et les musulmans soufistes. Les soufistes connaissent le phénomène aussi, c'est surtout dans les écoles chiites. Les sunnites sont un peu plus réfractaires à tout ça. Bon, dans les trois religions abrahamiques, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont les juifs zoharistes qui maîtrisent le mieux le phénomène. Les juifs kabbalistes ont autant de connaissances ancestrales que des hindouistes ou que des égyptiens anciens. Alors je pense que par imprégnation culturelle, comme les Hébreux et les Égyptiens anciens ont cohabité entre la 22e et 23e dynastie en Égypte, c'était les Toutmosides, c'était la dynastie de Toutmosis III, Akhenaton. Bon, bref, je ne me rappelle plus de la lignée des pharaons. Ouais, tu te rappelles plus? C'est un scandale. En fait, c'était. Je suis déçu alors. Alors, le premier c'était Amosis Ier, après il y a eu 3 ou 4 Toutmosis, il y avait Hatshepsut, la régente, il y avait Néfertiti qui était la femme d'Akhenaton. Akhenaton, en fait, c'est Amenophis IV. Akhenaton, c'est un surnom, ça veut dire celui que. Akhenaton, ça veut dire celui qui a la force du Ak, N, Aton. Ah ouais. Voilà, celui qui a la force du Ak, de Aton. Ça veut dire aussi celui qui rend hommage à Aton, ça peut être compris d'une deuxième manière. Ou celui qui met en résonance son Ak avec le Ak de Aton. Aton, c'est la face visible chez les Égyptiens anciens de Dieu, c'est-à-dire c'est le disque solaire. Amon, c'est la face invisible. Amon-Ra et Aton-Ra, ça parle du même concept de Dieu, mais un parle de la face cachée, l'autre va parler de la face visible. Donc voilà, ça fait partie des peuples qui ont largement connu ce phénomène. Donc oui, les juifs kabbalistes sont ceux actuellement en Europe, enfin en Occident, qui maîtrisent le mieux le phénomène. C'est les juifs zoharistes, en passant par l'arbre séphirotique, un des meilleurs supports pour descendre l'activité neuroélectrique. C'est l'arbre séphirotique. Alors c'est disponible sur internet. Alors comme tu le vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sphères. Donc avec une sphère manquante qui est Da'at, qui est la sphère de la connaissance. Il y a aussi la sphère de la mort, c'est la mort symbolique que tu rencontres quand tu vas traverser l'inframonde. Alors on va dire que ça représente les 11 Hertz d'activité neuroélectrique qu'il va falloir descendre le plus possible. En sachant que Malkout, donc quand tu es dans le royaume, tu es encore à 11 Hertz, tu es aux portes du phénomène, et quand tu arrives à Keter, tu es aux portes de la mort cérébrale, mais là tu ressens l'émanation de la substance de Dieu. C'est-à-dire là tu ne peux pas aller au-delà. Pour aller au-delà, il faut mourir réellement. Donc c'est plus la mort symbolique de Da'at, c'est la vraie mort physiologique. Donc un humain en état de supraconscient n'ira jamais au-delà de Keter. S'il veut aller au-delà, il faut qu'il meure. Quand tu arrives à Keter, justement tu me disais tout à l'heure... Keter, c'est Brahman, c'est Anusov, tout ça, c'est pas... Keter, c'est une sphère de conscience qui t'amène jusqu'au Brahman, jusqu'à l'Ain Sof. Ça t'amène dans la substance du Ak, ça t'amène dans la substance divine. C'est-à-dire, si tu pars, le méditant en début de méditation de phase supraconsciente, il est à 11 Hz, il est encore à Malkout, il est sur la terre, il est dans notre royaume, mais il commence à voir les phases hypnagogiques. Ça commence vraiment, il se passe des choses dans la psyché. Et au fur et à mesure que tu vas changer, parce que tu progresses comme ça en fait sur la séphirotique, il faut user des deux polarités, du plus, du moins. C'est ce que les hindouistes appellent par exemple Ida, Pingala et Shushuma. C'est-à-dire il faut se servir des deux polarités pour choper le milieu. Pour arriver à Keter, en fait, tu uses des deux polarités. Une fois que tu arrives en haut à Keter, à 1 Hertz, tu ne pourras pas aller au-delà. Tu seras aux portes de l'émanation de la substance divine, mais pour aller plus loin, il faudra que tu meurs. Donc là, quand tu arrives à Keter, en haut, le corps, tout simplement, se défend contre une mort assurée, il récupère son énergie vitale dans le système cérébrospinal. On ne meurt pas d'une séquence supraconsciente. Le corps est équipé pour ça. D'ailleurs, si le hack te permet de faire une séquence supraconsciente, c'est justement parce qu'il sait que ça ne va pas te faire mourir. Le hack, il n'est pas là pour te tuer, il est là pour te préserver. Alors voilà, pour ceux qui veulent avoir les gradients... J'avais bien près qu'on le voit bien. Voilà, pour ceux qui veulent avoir les gradients hertziens,
de l'activité neuroélectrique, le meilleur support, c'est la Kabbale juive. Je ne le dirai jamais assez. Ils ont disséqué le phénomène. Ils ont une expérience qui remonte pratiquement, comme les Égyptiens anciens, ça remonte très très loin. Surtout, ils ont un esprit, les juifs kabbalistes, ils ont un esprit très mathématicien. D'ailleurs, beaucoup de grands mathématiciens, de physiciens, d'astrophysiciens avaient été solides de formation en Kabbale juive. Et d'ailleurs, tiens, je rends hommage à Philippe Guillemant qui se sert en astrophysique de l'arbre séphirotique. Oui. Si tu vas avoir des conférences du professeur Philippe Guillemant, l'arbre séphirotique, il s'en sert pour poser des équations astrophysiques et quantiques. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la Kabbale juive, il n'y a rien de mieux à part le taoïsme. C'est-à-dire, il n'y a rien de mieux en Occident, accès libre dans des bibliothèques ou sur Internet. Tu télécharges tout ce qui a trait à la Kabbale juive, c'est un mode d'emploi pour la supraconscience. C'est un mode d'emploi pour atteindre la substance de Dieu. Par exemple, les gens qui se lancent dans le yoga, comme moi qui était ignorant il y a une vingtaine d'années, il y a une quinzaine d'années, je commence à développer les phénomènes au bout de 4 ou 5 ans de yoga. J'ignorais qu'il y avait le Brahman. Je ne le savais pas. Si je l'avais su à l'époque, je serais bien meilleur maintenant. J'aurais pas perdu les 4 ou 5 années à tâtonner, à partir un peu dans tous les sens. Moi, j'ai manqué d'une initiation. J'ai pas eu d'initiation. J'ai été mon propre maître et mon propre disciple. Maintenant que j'ai atteint la supraconscience, je me dis, tiens, si j'avais eu un maître qui m'avait un peu orienté au début, j'aurais pas perdu autant de temps. Les vidéos, elles servent juste à ça. Si je peux éviter aux gens de perdre trop de temps, les orienter sur le yoga, le tai chi, leur faire lire les bons livres, les orienter sur l'arbre séphirotique, sur le taoïsme et sur toutes les choses qui leur feront gagner énormément de temps. Le but, c'est pas de perdre des heures et des heures et des heures en méditation. Le but, c'est d'atteindre le Brahman, l'Ain Sof. Donc, moi, je sers à ça. Les vidéos, j'ai accepté de les faire avec toi parce que je voudrais faire gagner du temps aux méditants, en sachant quand même qu'il faut laisser le temps aux phénomènes psychophysiologiques de s'installer dans ton corps. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Et dans ta tête. Vraiment. Là où ça m'a pris 5 ans, avec moi qui vais t'aider un peu, ça te prendra 18 mois à peu près. Je vais te faire gagner un peu de temps. D'accord. Ouais, un peu. Mais ça te prendra quand même 18 mois à mettre en place le système. Ouais, écoute, moi, je suis pas pressé. Hein. De toute manière, c'est mieux que de le faire sans avoir de guide et sans avoir de savoir comment faire. Quoi. Ouais, on va faire aussi une petite parenthèse parce que j'ai vu qu'il y a des questions qui arrivent un peu sur tous les points du phénomène. Et il y a des questions qui arrivent sur des phénomènes qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, depuis le début, j'explique. Je ne suis pas médium, je n'ai rien à voir avec les arts divinatoires et j'ai constaté que certains auditeurs m'ont posé des questions sur qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, qui était un tel, qu'est-ce qu'il a fait. Je réponds succinctement, on va dire, parce que je n'ai rien à voir avec Madame Soleil ou Madame Irma, je ne suis pas un astrologue. Si on peut éviter de me parler de divinatoire et de toutes ces sciences qui ne m'intéressent pas, donc moi je suis là pour induire les gens dans des phases supraconscientes. Je ne suis pas là pour leur expliquer d'autres choses. Ouais, je vais allumer un peu la lumière, qu'on ne se fasse pas avoir comme ça à la fois. Voilà. Ouais, on a ça, je pense qu'on a compris quand même. Que c'est plutôt... La deuxième parenthèse que je voudrais faire, c'est sur les questions intéressantes, justement. On va essayer de les regrouper et de les traiter 10 par 10 à partir de la prochaine vidéo ou dans 2 vidéos, je ne sais pas quand on mettra ça en place. Au lieu de répondre ponctuellement à 1 ou 2 questions ou 3 questions, comme ça, on va essayer d'attendre qu'il y ait 10, 12, 15 questions. Et on fera une vidéo dédiée aux questions. Si les questions sont intéressantes, c'est-à-dire si c'est axé sur la décontraction musculaire, le contrôle respiratoire, la vacuité cérébrale, le hack en général, l'antéversus, des questions sur l'astrophysique, sur le quantique, là où je pourrais répondre, parce que je ne suis pas un astrophysicien, je ne suis pas un physicien quantique.
je pourrais donner toutes les réponses qui seront demandées sur ces thèmes-là. Après, si on me demande les numéros du loto, d'abord, je ne les ai pas, je ne sais pas faire ça. C'est des questions que j'ai jamais posées quand j'étais en état de supraconscience. Ça ne m'intéresse pas. D'abord, je ne suis pas axé sur le pognon. Vraiment, je m'en fous. Parce qu'on me l'a posé une ou deux fois. Il y a des gars qui m'ont demandé « Ah oui, mais alors, puisque tu es si calé que ça, pourquoi tu ne prends pas les numéros du loto ?» Tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Et je vais profiter de cette vidéo pour leur expliquer qu'est-ce que c'est des incidences karmiques. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui pensent qu'avoir du pognon, ça les rendra heureux, je leur explique que parfois, les incidences karmiques, gagner de l'argent, ça te fait complètement changer ta vie. Et là où tu n'aurais pas eu d'argent et tu aurais fait une vie heureuse, épanouie jusqu'à 75 ans ou 80 ans, des fois, le fait de gagner au loto, ça t'abrège ta vie. C'est-à-dire, 3 mois après, avec ta Ferrari, tu vas t'encadrer autour d'un platane. Donc moi, je fais confiance au hack. Je m'en fous des numéros du loto, ça ne m'intéresse pas, donc on ne me les demande pas, c'est mieux. Et puis il y a quelques questions théologiques, on m'a posé des questions de savoir qui était Jésus ou des personnages un peu comme ça de l'Ancien Testament ou des évangiles. Bon, je réponds, mais ça m'embête un peu aussi de répondre à ça parce que ça peut heurter la sensibilité de certains croyants. Moi je suis d'aspiration taoïste et pour les questions ayant trait aux religions abrahamiques, je pense qu'il vaudrait mieux se tourner vers des spécialistes, vers des rabbins, des imams ou des prêtres. Et moi, je ne fais pas partie Tu penses qu'ils diraient la vérité? Ah non, mais ça leur regarde, quoi. Voilà, si les gens ont des questions à poser sur les 3 religions abrahamiques, ça veut dire que ça les intéresse. Donc moi, ça m'a intéressé à un niveau, on va dire, historique. Je l'ai lu parce que j'avais envie de connaître ces ouvrages. J'y ai trouvé du bon et du pas bon, ça me regarde. Mais je ne suis pas la bonne personne à qui on va demander qui était Jésus, qui était Moïse. Je le sais parce que je l'ai vu, mais j'ai pas envie d'heurter la sensibilité des croyants. Donc il vaut mieux qu'ils se rapprochent de spécialistes pour ça. Et moi je suis là pour parler du taoïsme, je suis là pour parler de supraconscience, je suis là pour parler d'astrophysique, de physique quantique. Je ne suis pas là pour parler de qui était Jésus, Moïse ou Abraham, ça ne m'intéresse pas. Ça intéresse certaines personnes, mais il faut qu'ils se retournent vers les personnes adéquates. Je ne suis vraiment pas la personne adéquate. Je le sais. C'est parce qu'ils savent que tu le sais qu'ils te demandent. Ouais, je le sais. Je veux bien le faire par contre en privé. Je ne veux pas le faire en public. Si les gens me demandent en MP, je le fais volontiers. Mais je ne le ferai pas en public parce que ça peut heurter la sensibilité. Ouais, normal. Bon, alors moi, quand j'ai essayé de faire une méditation profonde, il n'y a pas longtemps, bon, j'ai fait ma respiration, tout ça, comme j'ai pu. Mais j'ai constaté que, bon, tu m'as dit que c'était des phosphènes, que dans les yeux fermés, tu vois des formes, tu vois des lumières, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai quand même vu comme des petits grains de sable luminescents. Et ça, tu appelles ça les tiglés, tu m'as dit. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement? La tiglé, c'est un mot qui a été adopté par tous les mystiques, par tous les gens qui sont versés dans l'ésotérisme. Le mot est tibétain. Tiglé, c'est... bon, par consensus, maintenant, on emploie tous ce mot. Tiglé, c'est le mot qui désigne les poussières de hak, les poussières de ki, de prana, qui ont la taille à peu près d'un grain de sable. Ils ont tous à peu près la même taille. Et ils sont tous luminescents. Ils ont une couleur qui est un peu irisée, comme ça, comme le hak. C'est-à-dire ça va avoir des couleurs argentées, tantôt dorées. Toutes les couleurs un peu comme l'opale, la pierre, l'opale iridescence, une pierre qui retranscrit bien le hak. Alors, pour éviter, quand tu es en méditation, pour éviter de confondre les choses, il faut savoir qu'il y a 2 phénomènes qui vont se passer. Il y a les phosphènes et les tiglés. Alors, les phosphènes, c'est lié à la persistance rétinienne. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est resté en mémoire sur ta rétine, sur le fond de ton œil. Si tu regardes une lumière pendant 2-3 secondes, que tu clignes des yeux, tu vas voir qu'il y a la forme de la lumière qui va rester. On appelle ça des phosphènes. Alors les phosphènes n'ont rien à voir avec les tiglés. D'abord, les couleurs sont différentes. Les phosphènes, ils sont soit verts, soit orange. C'est ça. Voilà, tout simplement parce que la contrepartie du vert est le orange, et la contrepartie du rouge orangé est le vert. C'est pour ça que dans des lunettes infrarouges, on y voit en vert.
C'est comme ça, c'est parce que c'est la couleur complémentaire. Je ne suis pas spécialisé dans le cercle chromatique des couleurs, mais ça marche comme ça. Donc quand tu sais faire la différence entre tes phosphènes et des tiglés, ben, c'est facile. Alors les tiglés, ils ont tous la même taille, ils sont la taille d'un grain de sable, et surtout ils sont ordonnés, c'est-à-dire ils suivent tous l'orbite de ton tore électromagnétique autour de ton corps. Il y a une sphère électromagnétique autour de tous les corps humains qui est torique, c'est-à-dire qui fait à peu près, ça se présente à peu près comme les quartiers d'une orange ou d'une mandarine, c'est-à-dire il y a un vortex qui génère... Ouais, comme le champ magnétique de la Terre, quand on... Voilà, quand tu vois le champ magnétique, exactement, la ceinture de Van Allen est torique, c'est pareil. Donc tous les êtres humains ont une sphère électromagnétique autour d'eux. Les tiglés suivent exactement la sphère électromagnétique, elles parcourent, elles orbitent autour de cette sphère électromagnétique. Donc toutes les tiglés ont la même taille d'un grain de sable, sont luminescents et orbitent autour de cette sphère électromagnétique. Donc tu ne peux pas confondre des phosphènes avec des tiglés. Si tu vois des taches orangées ou vertes, qui ont la forme de la lumière que tu viens de regarder 5 minutes avant, qui ont des formes rectangulaires. Ça bouge un peu comme ça. Ouais, ça va bouger, ça peut prendre aussi la forme rectangulaire de la télévision, parce que tu as regardé pendant 1 heure la télé, du coup tu vas fermer les yeux, tu vas voir la forme, la mémoire de cette lumière imprimée. Ça, au bout d'un moment, les phosphènes se déforment. Elles vont commencer à se déformer un peu sur ta rétine. Il y a des gens, quand ils sont en méditation, ils prennent les phosphènes pour de l'hypnagogie. Ils se disent, tiens, j'ai une phase hypnagogique qui démarre puisque je vois des lumières, etc. C'est faux. Ils n'ont rien démarré du tout, ils sont juste en train de diluer les phosphènes sur la rétine. Les tiglés, quand elles apparaissent, ces petites taches caractéristiques de hack, c'est de la poussière de hack, c'est des flocons de hack. Elles ont toutes la même taille. Les tiglés non, c'est masculin, les tiglés ont tous la même taille, c'est-à-dire ils ont la taille à peu près d'un grain de sable, ils sont luminescents, et surtout ils sont ordonnés, ils suivent tous les mêmes trajectoires. Ils te passent devant comme ça en fait. Voilà, ils te passent devant, comme un nuage de... Ça ressemble même à des toutes petites comètes, parce qu'il y a une queue à l'arrière, parce que ça laisse une petite traînée derrière. Ces petits grains de sable laissent une petite traînée. Si un jour tu es confronté au phénomène, tu y seras, tôt ou tard, quand tu seras en phase d'accélération luminique, que tu les percevras, mais très nettement. Les tiglés font partie du phénomène supraconscient. C'est d'ailleurs, c'est un curseur. Il y a aussi une dame qui me pose une question dans les commentaires qui me dit comment savoir si on est en 11 Hz, 5 Hz. Moi, j'ai pas d'appareil, c'est par rapport à des cartographies d'autres méditants qui l'ont fait avant moi. C'est-à-dire, on sait que quand on rentre dans telle phase du phénomène, tu sais que tu es à 11 Hz. Quand tu descends encore un petit peu ton phénomène, ça a été cartographié. Dès que tu vois l'accélération luminique, que ça commence à se déformer, tu sais que tu rentres à peu près dans les 5 Hz. C'est-à-dire, j'ai pas un appareil moi qui me dit les Hertz. Oui, puis on s'en fout de toute façon en même temps. On s'en fout, non, mais parce qu'une question, une dame m'a dit, mais comment peut-on être sûr d'être à 10 Hz, 11 Hz? C'est tout simplement qu'il y a des maîtres kabbalistes, des maîtres hindouistes, des maîtres bouddhistes qui nous ont précédés, qui ont cartographié le phénomène, sans parler de Hertz à l'époque, juste en disant il se passe ça, parce que c'est tout le temps, quelle que soit l'époque et quel que soit le peuple, c'est tout le temps cartographié pareil. Et puis dans les années un peu technologiques, dans les années 50-60, quand on a eu accès à des appareils qui pouvaient mesurer l'activité neuroélectrique, il y a des gens qui se sont prêtés au jeu, des supraconscients, et puis ils ont mis des curseurs, on appelle ça des curseurs, ils ont dit, quand vous rentrez, dès que vous voyez les tiglés s'organiser, vous êtes à 14 Hz. Dès que ça se passe tel phénomène dans votre méditation, vous êtes à tant de Hertz. Dès que vous êtes arrivé à ce niveau, vous êtes à tant de Hertz. Et quand vous traversez le rideau infrascopique, vous êtes à 3 Hz. Donc vous rentrez dans ce qu'on appelle presque la mort cérébrale. Vous passez du stade neurovégétatif, presque vous rentrez en mort cérébrale. Ça a été cartographié, il y a eu du curseur. Bon, moi, je n'ai pas d'appareil, je ne me branche pas le cerveau sur quoi que ce soit. Je me sers juste des curseurs qui ont été faits avant moi. Et par rapport au phénomène comme il est en train de se développer, je sais au nombre de hertz que je suis en train de décompenser mon activité neuroélectrique. Voilà, je réponds à la dame qui m'a posé la question récemment, je lui explique que ça se passe comme ça. Et puis il y a une dame aussi qui a parlé de contrôle respiratoire allongé parce qu'elle avait des problèmes, elle était handicapée je crois.
Alors on peut. Ouais. Alors, je vais t'expliquer pourquoi quand même c'est mieux en position du lotus. Alors tu peux faire en fait la supraconscience, c'est mieux en position de lotus parce que la différence si tu es allongé, Tu t'endors. tu peux t'endormir. C'est-à-dire quand tu vas rentrer en phase hypnagogique, qui précède la phase d'accélération luminique, eh ben, c'est un terrain fertile pour s'endormir. La phase hypnagogique, tu as un cheveu de l'endormissement. Donc c'est sûr que si tu commences une phase supraconsciente en étant allongé, il faut faire preuve de plus de dhyana. Le dhyana, c'est le chan taoïste, c'est-à-dire la concentration. Si tu sais bien maîtriser ton chan, ta concentration, c'est pas très grave. Si tu sais pas trop bien la maîtriser, ce qui va se passer, tu vas t'endormir. Je m'endors à tous les coups. Donc c'est pour ça qu'aux méditants débutants, on leur conseille de ne pas faire de séquence supraconsciente en position allongée parce qu'ils ont 9 chances sur 10 de s'endormir. La position lotus empêche ce désagrément. Et il ne faut pas manger aussi avant, quelques temps avant, il ne faut pas boire, il ne faut pas, je crois... Alors ça c'est pour ce qui concerne le premier creuset, c'est-à-dire pour le creuset instinctif. On va essayer d'éviter d'avoir soif, on va essayer d'éviter d'avoir faim, mais il ne faut pas non plus être en période de digestion parce que ça va te mobiliser de l'énergie dans ton corps. Donc on va dire si tu as mangé à midi, ben, tu vas commencer tes exercices on va dire vers 15h, 15h30. Il ne faut pas non plus que tu aies faim, il ne faut pas que tu commences ton exercice trop tard parce que là tu vas mobiliser le premier creuset, c'est-à-dire le creuset instinctif, tu vas le mobiliser, ça va générer des pensées instinctives, de soif, de faim. Donc on va dire, tu te cales au milieu, tu manges à midi et tu sais que tu vas déclencher une grosse faim à 18h. Eh ben, tu commences tes exercices à 15h, 15h30. Tu auras déjà largement entamé ta digestion et tu n'auras pas encore faim. C'est le bon moment, c'est entre deux repas. Il faut prendre soin aussi de s'altérer pour ne pas avoir soif. En fait, ça c'est juste pour que tu allumes ton premier creuset dans les bonnes conditions. C'est sûr que si aussi tu as des problèmes avec ta fiancée ou que tes enfants ils t'ont enquiquiné, c'est pas bon, ça va te mobiliser le deuxième creuset, l'émotionnel. Donc tu évacues tout ça. Il y a des gens qui y parviennent très bien, il y a des gens, même s'ils ont une dispute avec leur femme, quand ils sont en état de méditatif, ils arrivent à évacuer tout ça. Il y a d'autres personnes qui n'y arrivent pas. Donc on évite d'initier une phase supraconsciente quand on a des soucis au quotidien. Justement, le contrôle respiratoire, il vaut mieux se faire 45 minutes de contrôle respiratoire pour bien pacifier ton cœur, ton cerveau et ton instinct. Et ça se passera beaucoup mieux que si tu t'assois avec tous tes problèmes dans ta tête et que tu n'arrives pas à gérer tout ça. Il faut éviter de partir dans une phase supraconsciente quand tu es comme ça parce que tu vas générer ce que les gens appellent le bas astral. Alors le bas astral n'existe pas, il n'y a pas de bas astral, de moyen astral et de haut astral, tout ça c'est du flan. Déjà moi j'utilise pas le mot astral, j'utilise la phase d'accélération luminique. Il n'y en a qu'une, c'est une phase qui part de la sortie du 4e creuset pour arriver jusqu'à l'antéversus. Il va falloir que tu accélères jusqu'à la vitesse de la lumière. C'est ça que les gens appellent l'astral. Ton canal pranique, ta psyché va accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière et va même la dépasser, elle va rentrer en tachyonique. Si tu es bien dans ta peau, toute cette phase d'accélération luminique, elle va se faire dans la pureté, dans la propreté, dans ton cerveau. Et tu vas atteindre tes objectifs. Maintenant, si tu es contrarié, si tu as un peu des pensées agressives ou si tu es contrarié émotionnellement, tu vas vivre ce qu'on appelle une phase d'accélération luminique démoniaque. Ta psyché va générer des choses pas belles, il ne faut pas y aller. C'est pas dangereux, c'est pas que c'est dangereux, c'est embêtant parce que ça va te dégoûter de la discipline supraconsciente. Supraconsciente, tu vas croire que tu as affaire à quelque chose de démoniaque. C'est juste ton cerveau qui va générer des chimères absurdes, ça va te faire voir des monstres, des démons. Il ne faut pas y aller quand tu es contrarié. On est d'accord que quand tu es en supraconscience, il n'y a aucune entité qui pourra récupérer ton corps physique ou non, c'est faux. C'est faux, tu ne risques rien. D'abord parce que quand tu es en phase d'accélération luminique, tu peux tout à fait faire des communions merkabiques, c'est-à-dire tu peux fusionner ta merkaba avec les merkabas d'autres méditants. On appelle ça les fusions merkabiques, les communions merkabiques, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu n'en ressors que du bon, c'est-à-dire que soit les entités
soit les énergies subtiles, soit les Merkabah d'autres méditants, soit les consciences merkadiques, vont t'accueillir avec ce qu'ils ont de mieux en eux. C'est-à-dire, pour être dans le canal pranique, pour être en phase d'accélération luminique, c'est-à-dire que tu es prédisposé déjà à faire quelque chose de propre et de pur. Tu vas communier avec des gens qui sont dans la même politique que toi, c'est-à-dire d'aller dans le Brahman, d'aller dans l'Ain-Sof. Donc je te garantis que là, tu ne peux en tirer que du bon. Il n'y a pas de démons, les seuls démons que tu vas rencontrer, c'est ceux qui habitent en toi. Donc non, il y a... rien va aucun risque. accaparer ton corps. Non, ça c'est... Parce que c'est toi qui le génère en fait. Ça c'est malheureusement, c'est des gens comme les théosophes ou des gens comme Samuel Aoun Weor dans les années 70 qui ont véhiculé de l'occultisme, qui ont injecté du spiritisme et de l'occultisme dans des disciplines propres. Ils ont sali des disciplines propres. Alors il ne faut pas y faire attention, tout ça c'était des gens qui avaient le cerveau malade, c'était des pervertis, on le fout à la poubelle, tu ne risques rien en séquence supraconsciente, je te le garantis. Tu ne peux en ramener que du bon. Et quand tu en as du mauvais, quand il en sort du mauvais, c'est juste que c'est toi qui vas le générer, c'est des chimères qui sortent de ta psyché. Donc les gens qui sortent de leur corps, qui font ça, qui disent j'ai rencontré un tel, ou j'ai au pied de mon lit il y avait ma mère, ou il y avait qui est morte, c'est eux qui le génèrent, c'est tout. Non, alors c'est autre chose aussi. Tu peux le générer. Un cas sur deux, c'est toi qui veux le générer. Mais aussi, je te l'ai expliqué plusieurs fois, il y a la réminiscence. Oui, la réminiscence, ouais. C'est-à-dire que les Merkabah, quand tu seras en phase hypnagogique, si tu poses une question sur un défunt, elle va te donner l'occasion de parler avec ce défunt. Mais ce défunt, il n'est plus mort. Il a été réincarné. Je te donne un exemple, le tonton Dédé vient de décéder en janvier. En février déjà, au bout de 50 jours, en février ou en mars, il sera réincarné. Il aura déjà une nouvelle enveloppe corporelle. Alors les gens qui se mettent autour d'une table, qui font du spiritisme ou qui font les médiums pas de gamme, ils vont penser parler avec un mort. Ils ne parlent pas avec un mort, ils parlent avec la Merkabah de quelqu'un qui s'est à nouveau réincarné. Alors ils posent des questions, des fois, est-ce que tu es bien? Oui. Ah, alors ils se disent, oh là là, c'est bien, il est au paradis. Il n'est pas au paradis. Est-ce que tu vois des gens? Oui, je vois des gens. Bien sûr, la Merkabah, elle va lui donner des réminiscences de quelqu'un qui s'est réincarné. Il est sur la planète, ou il est peut-être même ailleurs, dans un autre système habité, mais il est en vie. Les gens qui essayent de se brancher avec les morts, il faut te dire qu'on est dans la métempsychose. Nos psychés ne cessent de se réincarner via les Merkabah. Les gens qui essayent de communiquer avec des morts, ils ne le sont plus déjà. Par contre, là où tu peux faire du tort, au monsieur qui est décédé, au monsieur Dédé, c'est dans les 50 jours qui suivent la mort. Il sera dans l'antéversus, son véhicule céleste sera en train de se recharger de hack, de force vitale. Et là, si tu demandes à ta Merkabah de te mettre en contact avec des défunts pendant cette période-là, soit elle va te faire goûter l'antéversus et là il n'y a que du bon. Tu vas faire pendant 2-3 secondes, tu vas avoir un aperçu de ce qu'est un bain de hack, une communion dans le hack. Mais s'il est en phase d'accélération luminique, qu'il est en train d'arriver vers l'antéversus qui n'est pas encore arrivé, tu vas avoir quelqu'un qui est affolé, qui a peur, qui est en train de générer des psychoses, parce que comme il n'est pas confronté, c'est la première fois de sa vie qu'il meurt dans cette incarnation, il est confronté à la mort, il a peur. Tu vas rentrer dans une psyché qui est en panique. Donc c'est pas bon parce que toi tu vas te dire tiens, il est en enfer. Il n'est pas en enfer, laissez-lui faire sa phase d'accélération luminique, laissez-le aller dans l'antéversus. Et si vous voulez contacter tonton Dédé, au bout d'un mois et demi, 2 mois, il sera réincarné, il sera vivant encore. Il aura encore une carcasse biologique. Les gens il ne s'appellera plus Dédé, il s'appellera autrement. Il s'appellera autrement, il aura une autre apparence. Mais il s'en souviendra, sa Merkabah se souviendra de ce qu'il était. Par contre, la Merkabah garde la mémoire de toutes les incarnations précédentes. Donc oui, tu peux rentrer en contact avec quelqu'un qui est défunt, mais il sera plus mort, il sera réincarné. Et tu pourras rentrer en contact avec ce qu'il a été. Voilà. Là, c'est tout à fait possible. Mais le gars, il n'est pas mort. Le gars, il est réincarné. Donc cette personne, ce contact que tu as, ne peut pas te renseigner sur ta vie que tu passes ou de la vie que tu auras plus tard. Tout ça, c'est pas possible, ce défunt-là. Non, sauf si tu tombes sur un supraconscient. Ah voilà. Si tu tombes sur quelqu'un qui est complètement ignorant des pratiques supraconscientes, il ne te renseignera pas, ou il va te dire que des bêtises, ça va être faussé par sa psyché. Tu peux avoir des réponses si tu tombes sur un supraconscient.
Et en état de supraconscience, le mieux qui peut t'arriver, c'est de fusionner avec des consciences merkabiques. C'est ce que j'appelle moi les super Merkabas. C'est des Merkabas qui ont une très grande envergure, qui sont lumineuses, très flamboyantes, très complexes. Elles ont des polyèdres très 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 complexes, des noyaux merkabiques, mais alors fabuleux. Quand tu fusionnes avec ces consciences merkabiques, elles ont plusieurs milliards d'années en années humaines. Elles ont plusieurs milliards d'années. Donc forcément, c'est des entités beaucoup plus développées que nous. Là, quand tu fais une communion merkabique avec une conscience merkabique, avec une Merkaba de cet acabit, c'est comme si tu fusionnes avec un ange. Ta psyché va le comparer à un ange ou à un archange. C'est pas non plus le summum. Le summum, c'est l'antéversus. Parce que les consciences merkabiques n'ont pas encore franchi le pas de l'antéversus. Elles ne sont pas encore allées se diluer dans la substance du hack. Elles ont encore un attachement à leur propre conscience. Elles ne sont pas encore abouties spirituellement. C'est les plus anciennes que tu pourras rencontrer en phase d'accélération luminique. Mais on va dire c'est les plus abouties par rapport à la psyché d'un humain, mais elles sont encore loin d'être ce qu'est la substance du hack. Elles n'ont pas encore franchi le pas de se diluer dans l'antéversus. J'ai fusionné avec des consciences merkabiques, c'est très impressionnant. Ça te fait quelque chose. Moi, je les prenais au début même pour des senseurs. Je pensais que j'allais me faire dégager. Quand j'ai vu des véhicules célestes de cette envergure s'approcher de moi, je me disais, tiens, je vais me faire dégager de là, on va me dire que j'ai pas le droit. Une fois que j'ai fusionné, j'ai compris, parce qu'elle t'explique, elle te dit, je suis une conscience merkabique, je suis au dernier stade de l'évolution de la psyché. Elle te fait profiter de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a ramassé autour de ses incarnations. C'est quelque chose à vivre. Oui, ça n'a rien à voir avec un dialogue, j'imagine. Elle ne te dit pas, elle ne t'explique pas avec des mots, tu le ressens. Voilà, la communication est complètement différente. La communication, comme je t'ai expliqué, elle est basée sur ça. Regarde, c'est facile. Elle est basée sur ça. Lorsque tu fusionnes avec une conscience merkabique ou avec une Merkaba toute simple comme toi, elle va te transférer de l'instinctif, de l'émotionnel, de l'analytique et du spirituel. En quelques secondes, tu vas télécharger tout ça. Mais ce n'est pas des équations, c'est des visualisations, des goûts, des odeurs, des saveurs, des touchés. Tu vas ressentir l'amour de cette personne, tu vas même ressentir, s'il a envie de te le montrer, il va te montrer sa part sombre, tu vas ressentir un peu de colère aussi. Voilà ce que tu vas télécharger. Tu vas télécharger, tout bêtement, ces 4 creusets. En quelques secondes, pendant ta communion merkabique, vous allez échanger, toi aussi, tu vas lui télécharger aussi tes 4 creusets, vous allez échanger vos creusets. Alors pour conclure, cette vidéo qu'on a fait aujourd'hui, elle est complémentaire de la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo, on traitait de la mise en condition, c'est-à-dire la décontraction musculaire totale, le contrôle respiratoire et la vacuité cérébrale. Justement, c'est pour en arriver à ça, c'est-à-dire la montée d'énergie sur le canal pranique. Donc, on va dire que les deux vidéos sont complémentaires. Celui qui veut vraiment savoir décortiquer le phénomène, il prend les 2 vidéos, il va s'inscrire dans un club de yoga parce que je ne peux pas me substituer à un prof de yoga pour apprendre le placement du diaphragme, le contrôle respiratoire, la vacuité cérébrale. Il vaut mieux avoir affaire à un prof de yoga. C'est d'ailleurs, moi je suis passé par là. Il ne faut pas penser que moi j'ai claqué dans les mains et que j'ai déclenché le phénomène supraconscient. C'est en faisant du yoga que le phénomène supraconscient s'est manifesté, on va dire, inopinément. Mais si je n'avais pas fait du yoga, ça ne serait jamais arrivé. Donc je conseille à tout le monde, je te le conseille à toi depuis plusieurs semaines, inscrivez-vous dans un club de yoga, prenez un bon prof de yoga, travaillez la vacuité cérébrale, travaillez la décontraction musculaire, le contrôle respiratoire. Et avec mes vidéos, vous allez aller dans la bonne direction. Je ne suis pas un prof de yoga, je suis juste un petit guide qui vous explique comment faire, les lectures qui sont bonnes, qui sont adéquates, éviter un peu les lectures pernicieuses. Voilà, moi après je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un médium, j'ai jamais prétendu ça. Je ne tire pas les cartes alors. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse même pas tous les arts divinatoires, tout ça. Je l'ai dit en début de vidéo. Sans blague. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour favoriser des séquences supraconscientes aux méditants qui le méritent.
Donc on va reprendre les 4 points essentiels, c'est décontraction musculaire, contrôle respiratoire, vacuité cérébrale et circulation d'énergie. Voilà les 4 points qu'il faut travailler. Après, pour travailler ça, il n'y a rien de mieux qu'un prof de yoga quand même, hein. Moi, je suis là pour dire les bonnes lectures, je suis là pour expliquer, décortiquer le phénomène avec les méditants, parler de mes expériences personnelles, si je peux en faire profiter. Mais je ne suis pas un prof de yoga, je ne suis pas un gourou. J'espère que mes petits conseils et les vidéos qu'on est en train de faire ouvriront certains méditants aux séquences supraconscientes. C'est le but. Hein. C'est le but. En MP, par contre, je l'ai proposé à 2 ou 3 auditeurs en MP. Je suis prêt à donner des petits cours particuliers, mais sur Messenger ou sur Skype. C'est-à-dire, je n'ai pas de cabinet, je ne suis pas un astrologue, je ne consulte pas, je donne ni cours particulier ni cours collectif. Je le fais pour toi, on fait des vidéos, mais c'est tout. Je n'ai pas de cabinet, j'ai pas de salle, je ne reçois pas les gens. Par contre, ça ne me dérange pas par téléphone ou sur Skype ou sur Messenger, ça ne me dérange pas. Si je peux aider, je le fais. Ah, tu vas en avoir un paquet peut-être. Hein. Ouais, pas de souci. Moi, tous les soirs, je me ménage 3 heures à peu près pour ça. On va dire de 19h à 22h ou même aller 23h, je suis disponible. Je ne regarde pas la télé, donc je ne suis pas encombré par la télévision. Moi, je me consacre que à ça. Moi, c'est la supraconscience, la philosophie, les religions, point, tu le sais. Ouais. D'accord, ben c'est super. Alors, ben, par contre, en MP, il faudra passer par la page Facebook Éveil et Partage. Donc là, mais du coup, si c'est une page, c'est moi qui recevrai les MP. Donc, tu me contactes et je te contacte. Enfin, bref, on s'arrangera. On s'arrangera, puis je peux le faire, ça. Je peux consacrer à chaque fois une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes au cas par cas. Ouais, mais c'est bien ça déjà. Ouais, donc posez vos questions sur cette page Éveil et Partage. Donc, hein, c'est mieux que sur YouTube. On va dire merci aussi à quelques personnes. Ouais, justement, voilà, tu as quelques personnes à remercier. Moi aussi d'ailleurs, mais donc, je pense que c'est les mêmes. Bon, entre autres, moi j'avais Perle de Lune, Julia Joplit, Christine Sanchez. Je vais en oublier, la prochaine fois je ferai une liste où je remercierai Shimon aussi. Je remercierai tous les gens qui nous apportent leur soutien parce que je trouve que c'est super sympa. Ndai. Oui. Ouais, il y en a plusieurs qui sont super. Je ferai une liste exhaustive, je le promets la prochaine fois. Là, c'est quelques noms qui me sont revenus. Voilà, donc bon, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Alors n'oubliez pas la page Facebook. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus parce que du coup on est mieux référencé, tout ça, vous connaissez le système. Et puis abonnez-vous, hein, il nous faut beaucoup d'abonnés pour que cette page prenne de l'essor et qu'on arrive à faire de plus en plus de vidéos, de plus en plus intéressantes parce que là, comme dit Jean-Paul, on est à la maternelle. Hein. Ouais, j'ai l'impression de réviser mes gammes, c'est-à-dire je repars 20 ans en arrière, je le fais parce que pour toi, parce qu'il faut le faire. Ouais. Mais c'est pour ça que je le répète dans toutes les vidéos, il faut bien que ça rentre. Il faut que ça rentre, c'est les bases fondamentales de la supraconscience. Tiens, là j'en ai retrouvé Lily Chan, TV Titi, Young Dai, voilà, il y en a encore. Je ferai une liste, je remercierai à chaque fois tous les gens qui nous apportent leur soutien. Ouais. Et effectivement, là je repars 20 ans en arrière, c'est-à-dire tout ça c'est comme si tu étais en cours d'alphabétisation. Là je repars, je suis au cours préparatoire où j'explique B, A, BA, C, A, C, A, BA. Voilà, ça, je le fais pour toi parce que c'est un peu fastidieux. J'ai atteint un niveau maintenant où d'ailleurs on va essayer de faire une petite série en parallèle, on l'a évoqué, où on fera des vidéos dédiées à des gens qui ont un certain niveau, qui s'y connaissent en cabale juive, qui sont axés sur l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme. Je vais essayer de faire une vidéo en parallèle qui s'adresse à des gens qui ont une quinzaine, une vingtaine d'années d'expérience. Donc ceux qui veulent avoir les BABA, ils s'orienteront sur cette série qu'on a créée toi et moi. Et puis ceux qui veulent avoir déjà soit un peu plus étoffé, un peu plus dense, on fera une série en parallèle avec le niveau que j'ai actuellement. Ouais, d'accord. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà, donc il nous reste à vous souhaiter une agréable fin de journée. Et on se donne rendez-vous pour la 9e vidéo. Au revoir messieurs, dames.